pour commencer, nous sommes avec le sénateur LR Jean-François Husson. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez convaincu, vous, hier, par François Bayrou. Le suivez-vous sur la réforme des retraites? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis vous êtes le rapporteur général du budget ici au Sénat. Et vous avez donc repris l'examen de ce texte là où vous l'aviez arrêté avant la motion de censure. Vous avez repris l'examen mais avec un nouvel objectif de déficit annoncé par François Bayrou, 5,4% à la fin de l'année. Alors a-t-il eu raison de lâcher du lest? Vous nous direz ce que vous en pensez. D'abord, on regarde ensemble les repères de l'actualité de ce jeudi 16 janvier. Et la première motion de censure du gouvernement Bayrou est donc examinée à partir de 15h à l'Assemblée nationale. Un texte signé par les Insoumis, les communistes, les écologistes, mais pas par les socialistes qui n'ont toujours pas dit s'il a voté ou non. Alors pour les convaincre, François Bayrou a fait de nouveaux pas hier au Sénat. Aurélien Romano. La seconde version de la déclaration de politique générale a permis à François Bayrou de faire de nouveaux pas en direction des socialistes. Sur l'épineux sujet de la réforme des retraites, le PS demande que le Parlement soit impérativement saisi et débatte de toutes les options mises sur la table par les partenaires sociaux, y compris l'âge de départ, la durée de cotisation, même si ceux-ci ne trouvent pas d'accord. François Bayrou envisage donc désormais une troisième voie. Voilà les trois hypothèses. Désaccord, on en reste au texte actuel. Accord complet, on fait un texte de loi. Accord partiel, on traduit l'accord partiel dans un texte d'amélioration de notre système de retraite. Pour le patron du groupe PS, le compte n'y est pas. Il ne veut pas d'un droit de veto du patronat. Et Patrick Kanner dénonce les bases mêmes de la discussion sur le déficit. Nous n'acceptons pas la provocation qui consiste à parler d'un déficit de 40 à 45 milliards d'euros par an de notre système de retraite. Vous opérez là une manipulation des chiffres. Le leader de l'opposition sénatoriale demande aussi au Premier ministre des précisions claires sur plusieurs points. Là encore, à question simple, réponse simple. Annulez-vous la suppression des 4000 postes. Sur ce point des 4000 postes, François Bayrou a donné un nouveau gage aux socialistes. Je suis prêt à renoncer à cette proposition de la suppression des 4000 postes. Certains socialistes doutent de la sincérité du Premier ministre et mercredi soir, le PS n'avait pas encore acté de position claire et commune quant au vote de la censure ce jeudi à l'Assemblée nationale. Et à l'issue du discours de politique générale, le Sénat a donc repris l'examen du budget. Là où il s'était arrêté avant la censure, ils ont adopté le budget des Outre-mer, budget de 3 milliards en hausse de plus de 10% par rapport au précédent. Le ministre Manuel Valls promet la solidarité de la nation avec les territoires dévastés de Mayotte à la Nouvelle-Calédonie. Les États-Unis et le Qatar ont annoncé hier la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, un accord qui entrera en vigueur dimanche et qui prévoit la libération d'otages. Marvin Guglielminetti. Des scènes de liesse à Gaza, des milliers de Palestiniens célèbrent l'accord trouvé entre Israël et le Hamas, un accord qui prévoit notamment une trêve après 15 mois de guerre dévastatrice dans l'enclave palestinienne et qui ont fait au moins 40 000 morts du côté gazaoui. Je me sens si heureux, mais en même temps, il y a une profonde tristesse qui pèse sur moi. Nous rentrons chez nous, mais nous avons perdu nos petits-enfants, nos pères, nos frères, nos cousins, nos voisins et nos maisons. Que pouvons-nous dire? Nous remercions Dieu pour tout. Un accord de trêve qui prévoit le retour des 33 otages israéliens en l'échange d'un millier de femmes et enfants palestiniens emprisonnés par Israël. Je crois fermement que c'est le moment de vérité, que nous devons avoir confiance en notre peuple et en notre force pour surmonter tous les défis à venir. Nous sommes bien plus forts que nous ne l'imaginons. La décision doit être claire et sans équivoque. Nous sauvons les otages, nous les libérons, nous les ramenons chez eux de toute urgence jusqu'au dernier. Une trêve saluée par les États-Unis qui ont activement participé aux négociations entre Israël et le Hamas. Cet accord a été conçu sous mon administration, mais ses conditions seront mises en œuvre pour l'essentiel par la prochaine administration. Ces derniers jours, nous avons parlé comme une équipe. L'accord de trêve entrera en vigueur le 19 janvier prochain, mais de nombreuses questions restent en suspens, comme la gouvernance de Gaza, la reconstruction de l'enclave ou encore les garanties de sécurité pour l'État hébreu.
Jean-François Husson, pour commencer, on va regarder les unes de la presse régionale. On en a choisi 3, on va les regarder ensemble. D'abord, la une du Télégramme, on vient d'en parler, c'est Gaza, la trêve et la délivrance. Israël et le Hamas qui ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages. On voit le soulagement sur la photo de proches d'otages à Tel Aviv. La deuxième une, c'est celle de la Dépêche du Midi. Retraite, un nouvel accord est-il possible? François Bayrou qui a annoncé que les nouvelles discussions pourraient déboucher sur un débat au Parlement. Mais une partie de la gauche et des partenaires sociaux veulent plus de garanties. Et puis la dernière une, c'est celle de Sud-Ouest. La filière auto dans l'ornière, partout en Europe, le secteur de l'automobile, autrefois florissant, connaît des mutations telles que les constructeurs sont à la peine, laissant craindre toujours plus de licenciements. Quelle une choisissez-vous? La troisième, peut-être de manière étonnante au regard de la décision, et je m'en réjouis, de l'accord sur le conflit israélo-palestinien, mais je préfère concentrer ce matin finalement les difficultés des secteurs mobiles parce qu'elles sont révélatrices de la manière dont les décisions politiques avec des enjeux économiques sont prises. Souvent trop rapidement, en ne tenant pas compte de la nécessaire adaptation à la transformation de nos modèles de production industrielle. Nous avons une industrie automobile florissante, performante, qui a évidemment besoin, pour des tas de raisons, de s'adapter aux nouveaux modèles, aux nouveaux besoins des consommateurs. Mais il y a eu une espèce de frénésie d'affichage toujours plus écolo. Et on voit que, notamment avec l'électrification du parc automobile, on est allé trop vite, on perd la maîtrise de production et on dépend, on le voit, notamment de la Chine qui aujourd'hui a des stocks de production et arrive pour déstabiliser le marché. Je le dis d'autant plus, alors c'est peut-être ma pointe meurthe-et-mosellane, mais nous avons par exemple en Meurthe-et-Moselle le Renault Sauvab Batilly, c'est une petite commune en fait Batilly, et ce choix industriel à Batilly avait été décidé à la suite de la crise sidérurgique. C'était finalement un site de conversion où aujourd'hui on emploie, c'est le Renault Master électrique et le Renault Master qui est produit là pour toute l'Europe. Et évidemment, ça a également des points de difficulté puisqu'il y a actuellement un arrêt de la production. Ça veut dire que vous craignez des conséquences sociales avec notamment cette échéance de 2035 pour l'électrique. Mais bien sûr, donc il faut regarder tout ça les yeux grands ouverts et la France et la production automobile européenne doit se défendre et regarder pour conserver les meilleurs atouts avec lucidité l'ensemble de la chaîne de production. Voilà, je pense qu'il faut éviter de s'affaiblir. C'est une, comment dirais-je, c'est un vrai atout. On a notamment, alors je le redis, dans l'Est de la France, on a beaucoup de chaînes de production automobile. Mulhouse, Metz, je le disais, la Sauvab, Ambach. Voilà, pour moi, c'est important. On va parler de François Bayrou qui était donc devant vous, devant les sénateurs hier et qui a fait un discours beaucoup plus court qu'à l'Assemblée, une demi-heure contre 1h30. En fait, il a surtout précisé des points qu'il n'avait pas précisés la veille. Déjà, sur la forme, qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix plutôt inhabituel de François Bayrou ? J'allais dire, voilà, c'est un choix inhabituel. On avait le sentiment que c'était un échange, en tous les cas une prise de parole un peu dans une ambiance plus feutrée, alors évidemment beaucoup plus calme qu'à l'Assemblée. Peut-être il a manqué, je dis ce que, pour ma part, j'attendais. François Bayrou est un homme d'expérience, est un homme de lettres, et donc j'attendais personnellement une prise de parole qui nous élève davantage, qui donne des perspectives, et qui à la fois marque la solennité du moment, la gravité de la situation et la mise en perspective. Et le regret que j'ai eu le sentiment qu'il fallait continuer de donner des gages, de distribuer quelques éléments pour amadouer une partie de notre Assemblée et d'une sensibilité politique avec ce fameux sujet de la non-censure. Je pense qu'il faut qu'on prenne garde de ne pas rester sur des positions, des prises de parole qui nous laissent dans notre situation franco-française.
Voilà, il y a autre chose, il y a d'autres perspectives, et notamment la perspective, c'est de redonner un horizon. Aujourd'hui, la situation économique, budgétaire, financière est très sérieuse, elle est grave. Eh bien, il faut à la fois la resituer et montrer aux Français le chemin d'un redressement, d'un effort collectif, mais aussi avec un élan collectif. Et cet élan, je ne l'ai pas... Il vous a manqué. Oui. Il a choisi sur la réforme des retraites donc de rouvrir la discussion sans tabou, c'est dit, de donner la main aux partenaires sociaux. Est-ce que vous le suivez sur cette méthode ? Alors, il faut les partenaires sociaux et les politiques, c'est ce qu'il a dit. Moi, d'abord, je pense qu'il y a au moins un point qui est très intéressant, c'est celui de donner la parole aux partenaires sociaux. Ils ont été si souvent oubliés, contournés, pour ne pas dire plus, que leur donner, parce que c'est aussi leur responsabilité, on l'a vu avec l'assurance chômage, mais on le voit d'ailleurs avec la retraite. Si je regarde, s'agissant des fonctionnaires, ce qu'on appelle la garantie additionnelle obligatoire dans le secteur public, ce sont les partenaires sociaux qui sont à la manœuvre et qui pilotent ce dispositif. Donc c'est un élément important parce que chacun va devoir objectivement, avec lucidité, mais aussi en mettant là aussi en perspective les enjeux d'un équilibre du système de retraite, et je pense le faire évoluer. En tous les cas, c'est le vœu que je formule ce matin. Évoluer vers quoi, du coup ? Est-ce qu'il va falloir, par exemple, introduire une dose de capitalisation ? Ah, mais je le pense. Enfin, pas rester dans le système actuel ? Le système par répartition uniquement, ça marche plus ? Ça marche plus. Ça marchait quand on avait peu d'actifs, peu d'inactifs, peu de pensionnés et beaucoup d'actifs, et puis on vivait moins longtemps. Aujourd'hui, on voit bien que le système, d'ailleurs, il court à sa perte. Le dispositif que je viens d'évoquer, mais tout ce qui est retraite Madelin, c'est bien pour celles et ceux qui ont la capacité de se faire une retraite personnelle, pour la préfond, là encore pour les fonctionnaires. Pourquoi ne pas mettre un système universel, obligatoire, dans lequel le salarié, le bénéficiaire et l'employeur participent ? C'est de la solidarité, et surtout, parce que le plus important pour moi dans ce dispositif, donc on aurait deux piliers progressivement, c'est le fait que quand les personnes arrivent à la retraite et touchent la pension, le revenu qu'ils touchent au moment de la pension serait demain beaucoup plus proche de celui qui était le leur en fin d'activité. C'est une question d'équité, de justice sociale. Juste un dernier mot là-dessus, puisque François Bayrou a dit hier que l'accord soit total ou partiel, il serait soumis au Parlement. Est-ce que vous le voterez, vous les LR, quoi qu'il contienne, en disant c'est l'accord des partenaires sociaux, on le vote ? Écoutez, c'est quand même un peu juste, mais je fais même une proposition complémentaire à celle du Premier ministre. Il part sur une mission flash de la Cour des comptes. Je lui propose de nourrir également la réflexion des rapports qui sont faits par les deux assemblées sur le sujet des retraites. On a des points de vue, ça pose des questions, et je pense que les partenaires sociaux, je sais d'ailleurs qu'ils les connaissent, et donc tant qu'à faire, autant les utiliser, ce qui permettra de nourrir, le cas échéant, parce que je préférerais qu'on ait des évolutions à traiter au Parlement. Donc, mais vous ne voterez pas forcément l'accord ? Écoutez, tout dépend de ce qui... D'abord, un accord, c'est un accord de partenaires sociaux. On ne nous demande quand même pas de signer sans discuter. Et si elle est 64 ans, s'ils se mettent d'accord sur la fin des 64 ans, qu'est-ce que vous direz ? Je pense qu'il y a assez peu de chance, parce que ça voudrait dire qu'il y a un refus de regarder l'avenir, et je n'irai pas contre l'intérêt de mon pays. On va parler du budget, puisque vous êtes le rapporteur général du budget. Le Sénat a donc repris hier l'examen du texte, là où il était arrêté au moment de la censure, mais avec des marges de manœuvre assez limitées. Les explications d'Audrey Vuettaz. Bonjour Audrey. Bonjour Monsieur Husson. Bonjour. Et Audrey, les sénateurs ont donc repris hier leurs travaux sur le budget. Oui, le Sénat a repris là où il s'était arrêté le 4 décembre dernier, au moment du couperet de la censure. Alors, je vous fais le petit rappel, le budget avait été rejeté à l'Assemblée et on en était à la partie crédit au Sénat. Eh bien, cette reprise, comme si de rien n'était, a fait réagir chez les sénateurs avec 5 rappels au règlement venus de la gauche et du centre. Vous faites un coup de force constitutionnel, vous bâillonnez le débat. Écoutez la présidente du groupe communiste, Cécile Cukierman.
Nous estimons en effet aujourd'hui que nous assistons à un véritable coup de force contre la démocratie, contre le Parlement. Le 4 décembre dernier, cela a été rappelé, le gouvernement Barnier était censuré et de fait, c'était l'ensemble de sa politique qui était rejetée et non simplement le PLFSS. Ne pas vouloir discuter, débattre d'un nouveau projet de loi, de finances, c'est donc une nouvelle fois mépriser les électeurs. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on en reprend là? Parce que François Bayrou a choisi, pour gagner du temps, de ne pas repartir de zéro avec un tout nouveau budget. Nous considérons que c'est le seul moyen d'avoir rapidement pour la France, dans un temps accessible, sans les dégâts que l'absence de budget constitue, ou en tout cas fait naître pour notre société tout entière et pour notre pays tout entier. Nous considérons que c'est le seul moyen d'aller vite. Il reprend donc le budget de Michel Barnier avec quelques modifications tout de même. L'hypothèse de croissance en 2025 est revue à la baisse, 0,9% du PIB au lieu de 1,1% et le déficit est fixé à 5,4% au lieu de 5%. Et hier, le Sénat a planché sur les crédits pour les Outre-mer. Avec un effort particulier à destination de la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte, viendront ensuite l'agriculture et la défense. Le problème, c'est qu'en reprenant ce budget, on gagne beaucoup de temps, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut, car il existe une règle, Oriane, la règle de l'entonnoir, qui interdit d'introduire des mesures nouvelles qui ne seraient pas en lien avec les mesures restant en discussion. Il n'est donc pas possible de revenir sur la partie recette qui a déjà été votée. Beaucoup de parlementaires craignent donc que ce budget soit similaire ou même pire que le budget de décembre. Est-ce que c'est votre cas, Jean-François Husson? Non, d'abord, on est dans un moment inédit. 4 premiers ministres en 2024, ce n'est pas le gage d'une grande constance ni d'une grande stabilité. C'est un budget qui a été préparé par un gouvernement démissionnaire, celui de Gabriel Attal, qui a été transmis à Michel Barnier, qui a eu 3 petites semaines pour y amener sa touche. Le gouvernement de Michel Barnier est victime sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale d'une censure. Et donc là, on a une passerelle qui s'appelle la loi spéciale, qui en gros continuité de la vie nationale. Donc c'est le strict minimum. On n'a pas de budget là. Voilà. Et puis transmis au nouveau gouvernement de François Bayrou, qui est à nouveau à 3 semaines pour y mettre sa patte. Le risque, et le Premier ministre a eu parfaitement raison, il a donné les arguments. Non seulement je les entends, mais c'est important. Moi, j'entends les Français aujourd'hui, ils nous demandent, je le mesure à chaque cérémonie de vœux ou quand je les rencontre ces temps-ci, ils nous demandent d'avoir un budget parce que pour eux, c'est un gage de sécurité et c'est un gage de stabilité. Quitte à ce qu'on ait ensuite des discussions, ils nous le disent très clairement. Nous devons donc être au rendez-vous. Et pour vous dire, si c'était pour refaire un nouveau budget, on repart, on ne peut rien, on repart quasiment pour 3 mois. Ça n'est pas entendable et il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, nous serions en difficulté, y compris par rapport à nos partenaires européens. La France, avec sa trajectoire budgétaire et financière, s'est déjà considérablement affaiblie. Il est temps de retrouver notre place et pour retrouver notre place, nous devons montrer que nous sommes un pays avec un gouvernement responsable. Mais vous comprenez la frustration de vos collègues parce que finalement, il reste quelques parties à traiter et pas tout le budget. Ils sont un peu frustrés. Est-ce qu'il faut peut-être dans quelques mois faire un projet de loi rectificatif? On verra. Enfin, j'ai l'habitude de dire une étape après l'autre. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Là, on est dans une course de lenteur dont je viens de rappeler les obstacles. Je le redis, une priorité, montrer aux Français d'abord, donner à la France un budget. C'est donc pour les Français. Et ensuite, c'est aussi l'enjeu de la place de la France. Aujourd'hui, nous sommes en procédure pour déficit excessif. Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans un collectif et vouloir considérer qu'on a tous les droits de jouer perso, ici ou là. Le collectif européen, je rappelle, historiquement, c'est la France et l'Allemagne sur la réconciliation d'après-guerre. Écoutez, si aujourd'hui, dans un temps qui est encore un temps de paix, alors qu'on connaît des difficultés, on n'est pas capable de se retrousser les manches, de bosser ensemble pour servir l'intérêt supérieur de notre pays, à ce moment-là, ça veut dire que le mental des Français serait profondément atteint. Je n'y crois pas. En tous les cas, ce n'est pas ce que j'entends aujourd'hui. Et moi, je vais être au rendez-vous de la responsabilité
et pour répondre également à l'attente de mes concitoyens. Pour ceux que je rencontre dans mon territoire, c'est très largement partagé. Un autre point peut-être, François Bayrou annonce donc un abaissement de l'hypothèse de croissance, 0,9 au lieu de 1,1. En sincérité, dit-il, vous aviez beaucoup critiqué l'insincérité du dernier budget. Là, c'est une bonne chose ? Oui, c'est une très bonne chose. Ça va être soumis au Conseil des finances publiques. Vous le savez, j'ai assez traqué comment dirais-je, les prévisions qui étaient souvent optimistes. Je l'ai toujours dit avec lucidité, une certaine forme de fermeté. Là encore, le Sénat a toujours eu raison quand nous regardons globalement les points de critique lorsqu'ils donnaient lieu à des crispations. Le Sénat a toujours fait son travail et les faits nous ont donné raison, je le dis, malheureusement, point d'exclamation. 0,9 de croissance et 5,4% de déficit, c'est le nouvel objectif. Déjà, est-ce que les deux sont compatibles et à quel prix ? Ils paraissent compatibles. Ce qu'il faut se dire également, c'est que c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas Jojo comme résultat. Il va y avoir beaucoup de travail et la crainte que j'ai, et donc il faut qu'on continue à travailler sérieusement pour regarder comment on peut redresser la situation plus vite. Je crois que les Français ne s'habitueront pas à avoir un effort important dans la durée. Raison pour laquelle je pense que quand on veut donner, il faut donner un sursaut. Si vous voulez préparer les équipes de Sportco pour les JO, les équipes de France, et que vous leur dites, écoutez, on a 10 ans pour se préparer, vous voyez bien, ça fait 2 Olympiades. Alors il faut se préparer très vite. Mais ça veut dire qu'il a eu tort de revoir à la hausse le déficit, parce que Michel Barnier, il avait un objectif de 5%, François Bayrou, il dit 5,4%. Est-ce que pour vous, il a lâché trop de lest ? Je ne peux pas dire qu'il est tort, parce qu'à partir du moment où on n'a pas de budget, vous voyez bien, on va avoir un budget qui va produire ses effets sur 10 mois de l'année. Donc c'est une des conséquences de la censure, le fait qu'on ne sera pas à 5%. Alors la censure, il faut quand même en dire un mot, quoi. C'est juste surréaliste. Comment le Rassemblement national mêle ses voix à la France insoumise et la gauche de gouvernement, les écologistes, les communistes, le Parti socialiste mêle ses voix, c'est une espèce de bouillie indigeste. Mais du coup, c'est 5,4%. Il y a par exemple, hier, Amélie de Montchalin a dit que l'État a taillé dans les dépenses comme jamais. Est-ce que pour vous, c'est suffisant ? Est-ce que l'État met les moyens pour arriver à ces 5,4% ? Je pense que oui. Mais effectivement, il va y avoir des coupes sur les budgets des ministères. Donc ça va... C'est suffisant pour vous ? Il va falloir tailler ailleurs ? Ah mais non, mais c'est suffisant pour cette année. Enfin, j'ai toujours dit, je reste constant, j'ai toujours dit que je partageais l'objectif de Michel Barnier, d'abord à qui je rends hommage, parce que pour le coup, on parle beaucoup de Michel Barnier dans les vœux, moi, dans mon territoire, en considérant qu'il a été injustement victime des jeux des politiques, comme on me le dit. Donc oui, je pense que les 5,4, les 5% étaient un objectif ambitieux. Je ne suis pas sûr qu'on l'aura atteint. Trop ambitieux ? Je ne suis pas sûr qu'on l'aura atteint, mais de toute façon, l'histoire, elle est derrière aujourd'hui. Donc 5,4, vous adhérez ? Oui. François Bayrou, hier au Sénat, il a dit qu'il était prêt à renoncer à la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale. Alors le Sénat avait voté la suppression de 2000 au lieu des 4000. Est-ce que vous le suivez sur les 4000 ? Je maintiens... Je trouve que la copie que nous avions proposée à l'initiative de notre collègue Olivier Paccaud était une très bonne copie. Premier élément, chute continue des effectifs dans les écoles. Donc il faut quand même en tenir compte. Deuxième élément, le fait que pour les élèves en situation de handicap, on proposait la création de 2000 postes. Donc on avait, sur 4000 suppressions, on réduisait de moitié, 2000 suppressions liées à l'adaptation. Enfin, on ne peut pas être dans le déni de réalité. Et puis, en contrepartie et en compensation, d'une certaine manière, mieux suivre les élèves en situation de handicap. C'est une décision qui est une décision équilibrée, raisonnable et courageuse. Donc vous ne bougerez pas sur les 2000, 4000, ça va trop loin. J'ai compris que le Premier ministre était prêt à céder. Nous lui disons de la même manière, attention, pourquoi ? Écoutez, moi je pose d'ores et déjà une question. Comment l'an prochain expliquera-t-on, parce que la tendance va être la même, la chute démographique, et puis elle va s'accélérer.
comment expliquera-t-on qu'il faut à nouveau faire des suppressions de postes quand il y a moins d'effectifs? Je pense, ce n'est pas un gros mot que de dire quand il y a moins d'enfants, si on met plus d'enseignants, il y a quelque chose qui est complètement contre-intuitif. Merci Audrey, à tout à l'heure. À tout à l'heure, on verra si le Parti socialiste a obtenu assez de gages pour ne pas voter la censure tout à l'heure. On voit ça dans le club. On va voir l'actualité chez vous. Jean-François Husson va à Nancy. On retrouve Mickaël Demeaux. Bonjour Mickaël, merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental de l'Est républicain en Meurthe-et-Moselle. Mickaël, le recensement va bientôt commencer en Lorraine. Ce sera l'occasion notamment de voir si la région attire toujours. Oui, bonjour sénateur Husson. Alors vous venez d'en parler, le recensement va commencer. On sait dans le Grand Est que la démographie baisse. Alors la Meurthe-et-Moselle résiste un peu plus que certains, mais comment il faut faire demain pour attirer du monde dans cette partie de la France? Eh bien, d'abord, il faut le faire en ayant une économie dynamique et en protégeant et en consolidant nos outils de production, notamment industriels. Ça, c'est important autour de l'industrie lourde qui, dans le Grand Est, on a eu beaucoup de soutien du gouvernement sur la décarbonation de nos sites rejetant le plus de gaz à effet de serre. En Meurthe-et-Moselle, c'est Pont-à-Mousson, c'est Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, c'est Solvay, c'est Novacarb à la Neuville, c'est la cimenterie Vicat-Axeuillet. Donc là, il faut travailler sur un écosystème. On a une chance en plus, on est une agglomération, notamment le Grand Nancy, qui accueille près de plus de 60 000 étudiants. C'est un atout considérable. Il faut donc améliorer la perméabilité, la porosité entre notre outil de grandes écoles et l'université avec l'appareil industriel. Et puis, dans le Grand Est, on a un atout dont il faut savoir utiliser avec intelligence et je pense en étant davantage visionnaire, c'est le Nord Lorrain qui est le pourvoyeur de la main-d'œuvre au Luxembourg, avec, si vous prenez dans ces territoires, des croissances justement de population parce qu'il y a besoin de travailleurs actifs et des croissances également d'enfants dans les écoles. Je pense que c'est important, l'outil de formation à tous les niveaux, formation professionnelle, technique et de formation générale, est un des atouts, sachant qu'à défaut d'avoir la mer, d'abord on a une diversité de paysages, on voit bien quand même que toutes les façades maritimes attirent davantage. Le soleil, rassurez-vous, on l'a au moins autant que ces régions et quand il fait beau et chaud, ce qui arrive souvent, la chaleur, on s'habitue à la supporter. Donc je pense qu'on a une carte à jouer. Et puis il y a notamment la qualité de la valeur travail, puisque les populations sont reconnues comme ayant des qualités plutôt supérieures. Voilà, donc le travail, c'est aussi un atout remarquable. Mickaël, il y a un dossier à lire dans vos pages, c'est votre une d'ailleurs, sur les artisans qui ont œuvré à la restauration de Notre-Dame. Oui, vous l'avez dit, Jean-François Husson, lors de vos vœux à Nancy samedi dernier, la Meurthe-et-Moselle a beaucoup contribué à la rénovation de Notre-Dame de Paris. Mais moi, ce sujet, ce matin, me fait penser à l'apprentissage. Et je voulais savoir, que pensez-vous de la fin de l'aide de 6 000 € à l'apprentissage? C'est très justifié pour la cible qui est les entreprises de plus de 250 salariés et les formations, notamment au-dessus de Bac+3. Pour une raison simple, c'est facteur de dépenses qui en plus n'est pas très équitable par rapport au parcours de formation. La formation professionnelle, l'apprentissage, c'est d'abord la reconnaissance des qualifications qu'on peut donner sur la formation professionnelle technique, mais pas seulement. Parce que c'est aussi l'apprentissage, la formation en alternance, c'est aussi la possibilité qui est donnée de diversifier les parcours de réussite. Que vous soyez aujourd'hui de milieux dits favorisés ou de territoires plus éloignés, avec des difficultés au départ dans les familles, ce qu'il faut, c'est permettre le parcours et les passerelles, ce qu'on appelle le parcours au mérite républicain. Et parce que vous avez souvent des difficultés quand les familles ont moins de moyens. Et là, ça donne justement une voie de passage parce que ça sécurise le parcours du professionnel. Et j'en profite, moi, pour rendre hommage, je vous l'avais dit, à toutes ces femmes et ces jeunes, qui soient compagnons du devoir, qui soient dans des
qui fassent des CAP, des brevets. On a des parcours remarquables. Aujourd'hui, il faut redorer à la fois ces formations avec une difficulté, ne nous le cachons pas, dès qu'il s'agit d'avoir des horaires de travail atypiques, de nuit, le week-end, aujourd'hui, la société, malheureusement, a tendance à tourner le dos à ces gens. Eh bien, il faut les encourager. J'étais à Lucé, une commune viticole, où j'ai vu une jeune fille de 20 ans, resplendissante, parce qu'elle est heureuse, elle est sculptrice dans les Vosges, à Neufchâteau, où il y a là aussi des formations d'excellence. Eh bien, sachons les reconnaître et les aider. Merci beaucoup, merci Mickaël. Déjà, Mickaël, la une de l'Est républicain, compagnon de l'art dans les mains. C'est à la une de votre journal. Merci Mickaël Demot et merci Jean-François Husson d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. Je signale que votre interview est à retrouver en podcast sur notre site internet et toutes les plateformes d'écoute.